Donc c'est toi qui lances, Jean. Après Oui, moi, j'interviens oui, plus c'est tard. ça. Willkommen, welcome, bienvenue. La radio du festival Bildrausch. Très heureux de vous retrouver pour notre deuxième jour de couverture radiophonique du festival Bildrausch. Film Explorer a installé ses micros bien à l'abri de l'orage, sous les grandes tentes de la terrasse du Stadtkino qui accueille ce rendez-vous cinéphilique, devenu indissociable de la vie culturelle bâloise. Avant de recevoir un peu plus tard Lilith Kraxner et le duo Alero Mogi Jansky et Luciana Acuna pour leurs longs métrages respectifs, nous allons aborder 3 films sur le principe des cafés critiques chers à Film Explorer. Ce principe est simple, un débat d'une vingtaine de minutes réunissant les principales signatures de la revue en ligne. Alors aujourd'hui, Giuseppe Di Salvatore, Ruth Bettig, Émilien Gour et Jean Perret, que je salue. Et le premier film dont nous allons traiter aujourd'hui est l'œuvre de la cinéaste canadienne Jacqueline Mills, Geographies of Solitude, un film présenté pour la première fois à la Berlinale cette année et qui narre la rencontre entre Jacqueline Mills et l'artiste Zoé Lucas, vivant et travaillant dans l'isolement d'une petite île située à 170 km au large des côtes canadiennes. Cette île de sable, puisque c'est son nom, est réputée pour abriter une colonie de chevaux sauvages dans un environnement naturel magnifique. Un film qui traite, on l'imagine, de la solitude inhérente à la création et dont la sensibilité et la facture cinématographique ont retenu l'attention des critiques de Film Explorer, notamment celle de Jean, qui va peut-être prendre la parole pour entamer cette discussion. Jean. C'est un film admirable à mon avis. Je suis un peu dans l'emphase, mais autant dire d'emblée du bien que je pense de ce film. Un film admirable parce que c'est réellement une proposition qui relève d'une rencontre au sens fort intime du terme, une rencontre de création entre la cinéaste Zoé Lucas, entre la scientifique Zoé Lucas, qui passe sa vie à explorer ce territoire de cette île de sable, et Jacqueline Mills, la réalisatrice. C'est une rencontre parce que l'une et l'autre vont s'apprivoiser, s'approcher l'une de l'autre et continuer à faire le travail qui est le leur. Pour la cinéaste, c'est la création cinématographique, et pour Zoé Lucas, il s'agit de continuer ce travail scientifique, mais qui est aussi un geste poétique à l'endroit de la nature, en principe immaculée de cette île. Donc c'est une rencontre qui est absolument passionnante parce que faite de respect, d'attention, on a le temps de découvrir ce qu'admire Zoé Lucas, la femme qui habite cette île, mais on a aussi le temps de voir comment la cinéaste adopte cette vie de son personnage en transformant son film en une œuvre de création au sein même de cet univers à nul autre pareil. Oui, je dirais ce que joue en faveur de cette rencontre, de l'intimité que Jacqueline Mills est capable de créer. D'abord, c'est le fait que c'est une île, donc il y a ce facteur d'isolement qui n'est pas seulement géographique, mais c'est aussi un facteur, je dirais, psychologique qui permet cette rencontre. Mais une chose qui m'a frappé de ce film et qui je trouve aussi un des aspects de sa force, je dirais, c'est le silence, c'est aussi les pauses. Que Jacqueline Mills met dans le film. Et ça permet à nous de rentrer avec Jacqueline Mills dans le monde de Zoé Lucas de façon graduelle, je dirais, et en nous laissant le temps de absorber, justement, parce que comme tu disais, il y a ces dimensions d'absorption du paysage, de l'activité, du travail de Zoé Lucas et évidemment aussi du travail de la réalisatrice. Donc les pauses pour une forme de voyage empathique, je dirais. Alors, 2 choses. La première, pour du silence, oui, il y a ces moments de silence, mais complètement habités. La bande-son du film est remarquable. C'est une composition jazzistique, de jazz contemporain. C'est une richesse folle dans laquelle composition vient s'incruster par moments la voix de l'une et de l'autre. C'est des fragments de discussion entre elles, mais très très modestes. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que sur le plan visuel, il y a deux dimensions du film. C'est d'abord des plans très larges. D'ailleurs, le début du film, c'est même un plan d'avion qui découvre l'immensité de cette petite île. Donc il y a des plans de nature, on voit les chevaux au loin, on voit les phoques par centaines en train de s'ébaudir sur le sable. Donc des plans d'ensemble et
dans une même dynamique de montage, des plans très très rapprochés de la chercheuse sur le terrain. Et là, c'est des plans qui cadrent, qui décadrent, avec un principe que je trouve passionnant dans ce film et en général dans le cinéma du réel, c'est que la caméra, la cinéaste ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. Donc elle n'anticipe jamais. Elle est toujours en train de suivre de derrière ou de côté son personnage, sa protagoniste, son ami du film, plutôt que de la mettre en scène ou de précéder ses mouvements. Donc cette caméra qui suit et qui donc, la suivante, découvre avec nous la richesse de ses activités. Oui, je dirais ces deux plans, le plan large, le plan plus rapproché, parle aussi un peu d'une dynamique qui est propre au film, d'une dimension particulière, universelle en même temps. Dans le sens qu'il y a la rencontre entre deux personnes, il y a cette intimité qui est créée, il y a aussi l'histoire d'une amitié qui se crée entre les deux femmes, et en même temps on touche des questions globales. Donc dans ce mini-espace de l'île, c'est l'occasion pour nous de découvrir toutes les questions écologiques et je dirais aussi existentielles qui nous habitent aujourd'hui. La question même de l'anthropocène est là, parce que dans ce lieu qu'on imaginerait, au début on le voit comme très sauvage, en réalité on se rend compte que l'empreinte, la présence et les traces de l'homme, et pas nécessairement les meilleures, sont bien présentes. Donc une des activités de The Lucas à côté de son travail scientifique, c'est aussi tout simplement de ramasser les déchets. C'est une île qui a des déchets qui viennent de l'océan. Donc l'île, la Terre, parle aussi après d'un au-delà, qui est la mer, qui est l'océan, et qui nous raconte aussi une histoire globale préoccupante. C'est effectivement une histoire de la pollution mondialisée qui est vomi par l'océan sur le sable dans l'île. Mais il y a un autre cycle, indépendamment de celui de la pollution, c'est le cycle de la nature et de l'être vivant dans le cycle naturel. Alors elle insiste par exemple sur des oiseaux, il faudrait les nommer, des goélands, que sais-je, qui meurent. Et qui gisent sur le sable et qu'elle va collecter et enterrer. Elle leur donne sépulture. Et puis un autre cycle très passionnant dans lequel elle n'intervient pas, Zoé Lucas, c'est la vie et la mort des chevaux. Et il y a des cadavres de chevaux, des chevaux qui sont allongés pour toujours et qui petit à petit vont être phagocytés par des vers qu'on voit. On voit des gros plans de vers qui travaillent la chair de l'animal, et ces cadavres de chevaux vont petit à petit s'enliser, disparaître dans le sol, dans le sable, et ce faisant nourrir un cycle éternel. Et cette observation de ces cycles-là, dans la temporalité organisée par le film, c'est tout à fait remarquable. Oui, je trouve ce que tu dis, cette dimension de cycle est très, très présent et structure le film. Et nous parle aussi justement de ce thème plus large, dans le sens que tout est organisme. Paradoxalement, l'île, pour The Lucas, l'île, c'est aussi un lieu où elle pouvait s'isoler peut-être de la société, des autres humains. Mais en réalité, nous touchons vraiment concrètement, nous regardons et nous voyons, nous touchons avec main le fait que tout est organisme, tout s'intègre dans tout. Et donc que ces animaux justement intègrent la pollution globale, et The Lucas est confronté même dans cette isolation à tous les problèmes qui concernent la planète. Un autre aspect qui me semblait très très fort ce film, c'est le travail scientifique que nous suivons vraiment avec Jacqueline Mills. Nous communique une grande patience et toute la patience du travail scientifique, qui peut être aussi pédante, longue, lente, mais en même temps il nous restitue la dimension que je dirais sensuelle ou physique dans tous les cas. Et je pense qu'un des aspects qui contribue énormément à ces dimensions concrètes et physiques du travail scientifique, c'est le choix du 16 mm. En fait, c'est le choix qui n'est pas donné, aussi dans les conditions de travail, j'imagine, sur cette île, de travailler en film. Et le film, la chimie de la pellicule permet des transitions magnifiques entre l'observation directe des gestes de la scientifique à des observations imaginaires, abstraites. Et on entre dans des figurations complètement abstraites, avec des motifs qui sont d'autant plus intelligents et intéressants et énigmatiques qu'on apprend ça un peu plus tard. Les pellicules sont développées dans des bains
dans lesquels la cinéaste mêle des éléments naturels de l'île, des algues par exemple, ou des cheveux de chevaux. Donc elle mêle dans ses bains de développement des éléments collectés sous l'auspice de Zoé Lucas, son personnage, pour transformer dans le fond, ou donner à la matière filmique, à la matière vraiment du cinéma, une matérialité, une épaisseur propre à rendre compte de ce qu'est le travail et la vie sur cette île. Donc vraiment, il y a une espèce de symbiose qui est rarissime au cinéma et qui dit à quel point c'est un film qui se fait avec l'île et l'île avec le film. Ce film-là n'existerait pas sans cette île. Et cette île n'existe plus dans notre imaginaire, je pense, sans ce film. Parce que la pellicule, le 16 mm, le celluloïd, permet cette fusion, cette synthèse chimique à grande valeur métaphorique, bien sûr. Je sens l'enthousiasme que nous portons pour ce film, mais j'aimerais bien parler aussi du fait que, de ma réception personnelle, de qu'est-ce que ça peut fonctionner, comment ce film peut fonctionner en termes de réception. Parce que moi, j'ai vu ce film à Berlin à sa première, bon, ça fait déjà quelques mois, et je dois dire, pendant le visionnement du film, je trouvais ça vraiment très intéressante, je le trouvais informative aussi, et très très particulier découvrir ces personnages. Mais c'est pas un film qui m'a frappé, qui m'a sur le moment marqué plus que ça. Et c'est incroyable de voir comment ce film a travaillé après chez moi. C'est une chose qui là vraiment elle m'a étonné. Et dans le temps, ce film s'est incrusté, c'est vraiment gravé dans mon âme. Et avec la même geste de résistance et de résilience, on pourrait dire que Zoé Lucas montre dans son travail sur cette île, je reviens aujourd'hui à Bildrausch après quelques mois avec un enthousiasme que je dois dire, je n'avais pas immédiatement. Et ça, je pense que j'aimerais bien souligner cet aspect qu'il y a des films justement qui ont façon de travailler qui n'est pas nécessairement direct, qui n'est pas un élément dans la immédiate spectacularité, excusez-moi. Comment c'était pour toi, Jean ? Mais je crois que c'est un film qui donne au spectateur que je suis la possibilité de franchir le seuil. Mais on ne le franchit pas d'un coup d'un seul, ce n'est pas un coup spectaculaire, visuel qui nous permet de précipiter dedans. On est invité petit à petit à pénétrer cet univers et de le faire nôtre. Alors, moi j'ai vu 2 fois le film, je prépare un long entretien ici au Bildrausch avec des cinéastes dont Jacqueline Mills, et revoyant le film, je me suis rendu compte à quel point il était dans la subtilité, dans l'élégance, on est typiquement dans ce qu'on appelle, au meilleur de la création cinématographique contemporaine, le cinéma essai. Elle essaie, au sens de prendre des risques narratifs et visuels. Et plus on avance, plus on est dans un univers à la fois documenté, cette île, qu'on a envie dont on espère qu'elle ne sera jamais un lieu de tourisme massif, de masse, n'est-ce pas ? Mais on aimerait y aller quand même. Aller caresser les chevaux et les voir au moins de loin et écouter les phoques en train de se reproduire ou de donner naissance sur le sable. Donc à la fois la découverte d'un territoire protégé et en même temps, comme tu l'as dit, menacé par la pollution du monde tel qu'il consomme, il se consomme, il se consume. Et par ailleurs, cette espèce d'engagement qui est aussi une forme de résistance de la création poétique à l'endroit de l'objet qui devient un vrai sujet de réflexion. Et c'est un film de 2 femmes qui sont magnifiquement engagées dans quelque chose qui relève d'un geste hyper personnel, de l'essai, et qui ne relève d'aucun système qui pourrait les contraindre. D'ailleurs, Jacqueline Mills, elle a dirigé le film, elle a filmé le film, elle a fait le montage, elle l'a produit, elle s'est occupée du son. Elle a fait à peu près tout avec quelques collaborateurs elle-même. C'est peut-être elle qui arrive de Montréal, là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un artisanat. Et Zoé Lucas, elle est artisane, artiste brute, quand elle collectionne et aligne et affiche toutes les pollutions qu'elle trouve, tous les plastiques, les rubans, tous les éléments rejetés par la mer, et qu'elle assemble dans une espèce de tableau terrible et en même temps assez beau et désillusionné. Pour terminer, peut-être, ce film ici à Bildrausch est présenté à l'intérieur d'une section qui s'appelle Wunder, avec ce petit jeu de mots entre Wunde, la blessure, et Wunder, l'émerveillement, la merveille.
Jean, tu vas modérer, animer un atelier demain autour de ce thème. Est-ce que tu peux nous dire juste quelque chose par rapport à cet atelier? C'est une proposition de Susanna Guggenberg, la nouvelle directrice du festival, qui était de prolonger ce qu'on avait mis en place ces dernières années, qui était appelé le Gedankenraum, l'espace de la pensée, qui est un peu ronflant comme ça, en tout cas en français. Là, il s'agit de réunir 4 cinéastes. Il y a une cinéaste hongroise, une cinéaste canadienne, un couple de cinéastes de Corée du Sud et une cinéaste syrienne. Et avec leurs films, qui sont tous des films qui sont en prise avec des réalités problématiques du monde aujourd'hui, avec toutes ces personnes, nous allons essayer de réfléchir à comment concevoir des pratiques de cinéma qui soient au plus juste dans l'adéquation entre le projet, l'individu, sa sensibilité, sa subjectivité et l'objectivation de ces rapports individuels à des situations historiques données. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai demandé à chaque participante de choisir dans les films des autres des séquences qui retiennent leur attention. Donc ce sont des gens qui vont parler non seulement d'eux-mêmes, ce qu'ils font souvent trop et parfois d'une façon pas toujours très convaincante. Le narcissisme est un vilain défaut pour beaucoup de gens du cinéma, pas ici au Bildrausch, mais ça peut arriver. Donc ils ne vont pas parler seulement d'eux, mais aussi des autres. Et c'est en parlant des autres que je pense qu'ils vont bien parler aussi d'eux-mêmes. Et si on va essayer de comprendre ces interrelations, ces engagements, ce sont tous des films qui relèvent de démarches extrêmement singulières, courageuses. Ils sont des gens qui sont à l'essai d'eux-mêmes à travers un geste cinématographique. Et c'est le cas donc de Geography of Solitude dont on vient de parler, un film, on l'a compris en vous écoutant, dont la poésie infuse lentement et imprime durablement l'imaginaire du spectateur. Merci Jean, merci Giuseppe. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'un autre film présent dans le festival. Willkommen, welcome, bienvenue. La radio du festival Bildrausch. Fire in the sky.